Bonjour et bienvenue à ce webinaire dans la zone idée. Donc, cette semaine, on est très heureux de pouvoir accueillir M. Laurent Simon, qui est professeur titulaire au département de l'entrepreneuriat et de l'innovation et co-directeur Mosaïque au pôle créativité et innovation à HEC Montréal. Laurent, que je vais me permettre de tutoyer pendant la conférence également, parce que je le connais depuis quelques années déjà, collabore également avec notre organisation dans le cadre de notre programme G7. Donc, on a eu 2 cohortes jusqu'à maintenant. Donc, c'était un des éléments forts là, de notre programme. Avant de vous les présenter, de vous présenter Laurent, peut-être juste vous rappeler, en fait, c'est une nouvelle technologie pour nous aujourd'hui qu'on teste. Donc, on est en direct sur notre page Facebook. La présentation va être enregistrée et sera rendue disponible après dans nos différents outils de communication, notamment notre infolette et notre site web également. Pour ce qui est des règles, vous pouvez poser des questions tout au long de la conférence. Donc, là-dessus, gênez-vous pas pour pouvoir poser des questions. C'est fort simple. Vous les posez dans la section commentaires et vous commentez en fait la publication et à ce moment, bien, on va être en mesure de les voir et de pouvoir y répondre. Évidemment, avec la technologie, des fois, il peut y avoir quelques petits bugs qui peuvent se passer. On est en direct et également, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un délai des fois qui peut varier entre une dizaine de secondes entre le moment où vous posez une question et le moment où on peut l'avoir. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous puissiez poser vos questions d'entrée de jeu. Donc, tout au long de la conférence, vous avez des questions, posez-les. On pourra y répondre à la fin. Donc, je vais faire entrer M. Simon. Donc, bonjour Laurent. Bonjour Jean-François, bonjour aux entrepreneurs de la région de Gatineau. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et peut-être juste avant, Laurent, que tu puisses débuter la conférence, je présenterai également M. André Goyette. André qui est commissaire en développement d'entreprise chez ID Gatineau. Donc, André, bonjour André. Bonjour, je suis bien content d'être ici. Et André travaille comme commissaire et est également au niveau de l'accueil durant la crise de la COVID-19. Donc, il répond à l'ensemble des questions des entreprises. Donc, peut-être juste vous rappeler que si vous avez des questions, des problématiques, vous avez besoin d'aide en tant qu'entrepreneur, vous pouvez appeler la ligne régionale qui est de 819-921-1477. André est l'une des personnes qui répond, donc va être en mesure de vous orienter, vous conseiller. Et André sera également à la fin de la conférence pour répondre aux questions s'il y a des choses qui dépassent le cadre de la conférence aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, André, je vais te tasser, te garder pour la fin. Laurent, de ton côté, ben, je vais te céder la parole pour pouvoir poursuivre la conférence. Alors, merci beaucoup Jean-François. Je tenais aussi à remercier ID Gatineau et la zone ID pour cette invitation à vous rencontrer virtuellement aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en sécurité, puis j'espère aussi que vous avez l'énergie et le dynamisme pour penser déjà non seulement cette crise, évidemment, la survie, mais pour penser l'après-crise. Alors, on a échangé avec Jean-François, je voulais vous proposer une courte présentation, quelques réflexions. Ne vous attendez à rien de révolutionnaire, mais ça nous donnera l'occasion de réfléchir ensemble à ce que peut vouloir dire aujourd'hui de l'innovation en période de crise, et en particulier au travers de cette crise-là, puis peut-être de retourner à quelques éléments fondamentaux qui sont des outils qui vont nous permettre à réfléchir et qui vont nous aider à nous positionner aussi, on l'espère, pour le présent et surtout pour l'avenir. Alors Jean-François, je ne sais pas si tu peux effectivement mettre en ligne la présentation. Formidable. Excellent. Donc, je suis désolé, vous entendez mon petit chien qui aboie derrière. Alors, donc merci à nouveau pour cette invitation. Vous avez mes coordonnées là aussi quelque part. Je pense que Jean-François va nous mettre ça en plus grand dès que possible. Et puis on pourrait passer d'ores et déjà à la slide suivante. J'ai beaucoup utilisé au fil des années ces images, cette image qu'on connaît tous, qui est l'image du mont Fuji, qui est un peu pour moi l'image du monde d'hier. Le monde d'hier, c'est un monde où on a beaucoup cru à la stabilité, où nos modèles stratégiques étaient fondés sur des hypothèses, où nos environnements allaient être simples, allaient être stables, allaient être compréhensibles. Et la logique, c'était la logique littéralement de la construction. On allait bâtir, on allait construire littéralement des châteaux forts. Et finalement, ces châteaux forts, ils s'avéraient un peu plus fragiles qu'on le pensait, en particulier dans un monde dynamique. Et j'ai souvent utilisé cette image du volcan, d'un volcan qui va changer sous pression par les crises. On a beaucoup innové dans notre rapport aux crises. Les 2 guerres mondiales ont été des grands moments d'innovation. Les crises économiques ont été des moments d'innovation. Et on vit aujourd'hui un moment de crise qui est dur pour tout le monde, mais qui est aussi une opportunité d'innovation.
Alors, on s'est beaucoup aussi habitué à regarder l'innovation comme une réponse ponctuelle aux crises. Et si on y pense sérieusement, on a beaucoup changé pour résister au changement. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on nous parle d'une crise aiguë, mais cette crise aiguë, on était beaucoup plus préparé qu'on pensait à la vivre. Et c'est peut-être paradoxal. Pourquoi? Parce que techniquement, depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, nous vivons déjà en période de crise. Alors merci, si tu peux changer la slide. Voilà, celle-ci. Période de crise, en effet, on a beaucoup vécu sous pression dans des environnements qu'on ne pouvait plus envisager comme simples et stables, qui de plus en plus sont des environnements complexes, sont des environnements changeants, caractérisés par la turbulence. Et on voit bien qu'on a été habitué, même malgré nous, à changer, à transformer, à s'adapter. La vague du numérique aussi a été un levier extrêmement puissant pour ça. Et aujourd'hui, on vit un pic de crise. Mais au fond, il nous faut repenser nos organisations autour de cette idée de la crise permanente. Alors quand je commente cette image, encore de façon métaphorique, j'insiste souvent sur deux choses. La première chose, les bateaux qu'on voit pris dans la vague et qui, au fond, nous disent, là encore, au moins deux choses. La première chose, c'est qu'il va falloir apprendre à naviguer avec ces turbulences. On ne peut plus s'attendre à des espaces qui soient essentiellement des espaces de stabilité, et que naviguer dans ces turbulences, ça va passer par la collaboration. Il va falloir le faire ensemble, il va falloir apprendre à travailler de façon encore plus ouverte, encore plus collaborative avec nos employés, mais aussi avec nos usagers, nos clients, les institutions. Alors, dernier point dans cette image que j'aime beaucoup, c'est on voit encore le mont Fuji, au fond. Il existe encore des espaces de stabilité à partir desquels on peut faire le pari qu'ils vont nous aider à nous orienter dans la tempête. Alors, espace de stabilité, notre cœur de métier, éventuellement, et puis j'utilise souvent ce petit terme très très simple, mais qui est celui de l'utilité. Quelle est notre utilité? Quelle différence faisons-nous dans la vie des gens, notre produit, nos services, qu'est-ce qu'ils apportent réellement? Et au fond, est-ce qu'on est capable de construire toujours, encore et toujours, sur ces hypothèses de valeur? Alors on peut changer de slide, s'il te plaît, François, merci. Alors j'aime beaucoup cette citation là, de sociologue assez méconnu, sociologue iranien, figurez-vous, qui dit « La créativité et l'imagination sont les ingrédients les plus importants pour survivre aux temps post-normaux ». Nous vivons effectivement des temps post-normaux. On n'aura pas de retour en arrière tel qu'on l'a connu, on ne connaît pas les conditions de stabilisation de notre économie, de nos pratiques, des produits, des services, des règles évidemment de distanciation, des règles de relations et des règles sanitaires. Donc il va nous falloir apprendre à vivre dans ces temps post-normaux où les choses ont accéléré brutalement, nous sommes confrontés à un certain nombre de turbulences complexes, un certain nombre de ruptures. Alors cette question de l'imagination, elle est clé. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de se donner du temps pour essayer de... C'est paradoxal, hein, parce qu'en période de crise, on a l'impression qu'il faut passer à l'action tout de suite, mais on va devoir aussi se donner un petit peu de temps pour réfléchir, pour imaginer, pour essayer d'imaginer des lendemains où on n'aura plus le droit de s'approcher l'un de l'autre finalement. Hein, et c'est un peu les défis qui s'offrent à nous. Alors si on peut passer à la slide suivante, je vais aller assez vite sur les outils, mais je voudrais revenir à des considérations de base. L'innovation sur les 30 dernières années s'est essentiellement recentrée sur une perspective qui est celle du centrage sur les usagers. On a longtemps cru à une innovation tirée par les technologies, tirée par le progrès scientifique, par le développement des techniques, beaucoup par le numérique. Aujourd'hui, on se rend compte que ces solutions-là n'auront de valeur qu'à partir du moment où on est capable de les intégrer aux univers d'usage des usagers. Donc première leçon, innover en temps de crise aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Repartir par ce travail de décentrement, que veulent nos clients, que veulent nos usagers, comment leur sensibilité a évolué. Il est clair qu'aujourd'hui, l'un des rôles clés que devront jouer les entreprises et les organisations, c'est cette capacité à rassurer nos usagers. Donc il va nous falloir aussi continuer plus que jamais à regarder le monde, mais aussi à regarder nos produits, nos services, du point de vue des usagers, du point de vue de la diversité des usagers. Les adolescents ne regardent pas cette crise de la même façon que les personnes âgées ou que nous, adultes responsables en charge de famille et de métier. Et donc, premier élément, dans la pratique, le décentrement. Se remettre encore et toujours dans les chaussures de nos différents usagers. On peut changer de slide encore, s'il te plaît, Jean-François. On a des outils pour ça. Et puis, on peut aller plus loin. Un outil, je dis souvent que c'est un peu la revanche des sciences sociales, mais les sciences sociales nous aident bien souvent à mieux comprendre, à mieux saisir, au fond,
quels sont les univers d'expérience de nos clients, nos usagers. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise souvent, inspiré du design thinking, qu'on appelle la carte d'empathie. Donc cette carte d'empathie, elle nous amène à nous questionner sur que pensent nos usagers, comment ils se sentent par rapport à cette crise, qu'est-ce qu'ils entendent, est-ce qu'on n'a pas nous aussi un rôle justement de lutte contre les fake news, de transparence, de clarification, mais aussi qu'est-ce qu'ils voient dans le milieu, quels sont les comportements, quelles sont les alternatives, qu'est-ce qu'ils disent, est-ce qu'on est capable de les écouter, est-ce qu'on est capable d'observer leur comportement, et au fond, on pourrait faire d'ailleurs aujourd'hui l'illustration, une chose qui nous guette dans cette période difficile, c'est aussi la montée en puissance de la paranoïa. Et donc il va falloir être très prudent là-dessus, il va falloir jouer un rôle à la fois économique, commercial, mais aussi un rôle citoyen dans la réduction de ces effets de paranoïa. Il va falloir réapprendre à tisser et retisser régulièrement de la confiance. Et alors cette carte-là, cette carte d'empathie, ce qu'elle nous propose, c'est aussi de bien réfléchir, à bien saisir quels sont les espaces de pain, quels sont les irritants au fond auxquels se heurtent nos clients, nos usagers, mais aussi quels sont les espoirs qu'ils pourraient avoir et comment on peut construire un produit ou une proposition en réponse aux irritants d'une part, mais d'autre part aussi en générant de l'espoir pour nos clients, nos usagers. Alors slide suivante s'il te plaît Jean-François. D'autres outils très classiques qu'on utilise, aller encore plus loin dans la compréhension de nos usagers, c'est se reposer la question de comment ils voient le monde, utiliser des outils comme les personas par exemple, qu'on utilise beaucoup en marketing et en pensée design, être capable de bien comprendre quels sont les profils pour lesquels on travaille, quelles sont leurs habitudes, les outils et les plateformes sur lesquels ils travaillent, quel est leur degré d'expertise technologique. Nous le vivons nous-mêmes comme enseignants-chercheurs, tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec ces plateformes d'interaction et de communication. Il va falloir penser et réfléchir en termes d'expérience usagée, et puis à chaque fois essayer de reformater nos produits, nos services, notre relation au public pour que, là encore, on puisse rassurer. Un autre élément aussi que j'aimerais évoquer, j'évoquais la paranoïa, mais je crois qu'on était déjà entré dans une ère de transparence, on va être encore plus dans une perspective de transparence, et ça c'est un grand défi pour nos organisations. Slide suivante s'il te plaît Jean-François. Alors évidemment, on va aussi, là encore, un outil très classique qu'on utilise régulièrement, mais encore plus en période de crise, comprendre les parcours d'usage, comprendre d'où nos clients usagers venaient avant d'utiliser notre produit, consommer notre service, comment on peut les informer en amont, comment on peut les rassurer en amont, et puis aussi comment on va les amener à rester en confiance vis-à-vis de nous, et puis à être capable de revenir vers nous le jour où ils auront besoin. Alors ces parcours d'usage, on va devoir, c'est aussi l'un de nos grands défis aujourd'hui, non seulement les raisonner pour nos clients usagers, mais aussi essayer de les raisonner pour nos propres employés. C'est-à-dire comment peut-on faire pour rassurer nos employés, les garder embarqués, et puis s'assurer qu'ils continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'œuvre collective. Slide suivante s'il te plaît. Et puis plus que jamais, on va devoir aussi, dans un environnement stratégique où l'horizon est totalement flou, on va devoir s'autoriser à jouer avec les idées. On va devoir plus que jamais s'autoriser à brainstormer, à le faire régulièrement, à utiliser du what if, qu'est-ce qui risque de se passer, et si, et surtout à le faire collectivement. C'est-à-dire n'hésitez pas à mobiliser par exemple vos employés dans vos réflexions sur l'avenir, n'hésitez pas à mobiliser vos clients, n'hésitez pas, pourquoi pas, à mobiliser aussi vos compétiteurs ou vos pairs, et puis à continuer de débattre sur ce qui pourrait être fait, sur comment on voit l'avenir collectivement, et il va falloir que ça devienne quelque chose non seulement de systématique, mais aussi quelque chose de continu, quelque chose de constant. Alors, slide suivante à nouveau, s'il te plaît, Jean-François. J'aimerais revenir à des outils un peu connus, on a beaucoup utilisé ça en entrepreneuriat, en innovation, contribution de nos amis de HEC Lausanne, Yves Pigneur et Alexander Osterwalder, sont des best-sellers dans l'univers de l'entrepreneuriat et de la gestion. Value Proposition Design, comment peut-on concevoir une proposition de valeur? Slide suivante s'il te plaît Jean-François. Alors la proposition de valeur, l'idée est la suivante. Je vais probablement aujourd'hui, puis dans les mois qui viennent, et peut-être dans les années qui viennent, devoir repenser mon produit. C'est le petit paquet cadeau que vous voyez sur la gauche de l'écran. Pour repenser mon produit, mon point de départ, ça va être ce travail sur la compréhension de l'usager. Essayer de comprendre ce que mon usager cherche à accomplir,
Je vais prendre l'exemple qui est terrible, vous voyez mes cheveux là, l'exemple du salon de coiffure. Là. On va vouloir à un moment retourner dans les salons de coiffure, mais on va vouloir le faire dans des conditions sanitaires où on va se sentir en confiance. Donc ça, ce sont des choses qu'on va devoir intégrer dans la proposition de valeur. On voit très bien aujourd'hui le commerce de détail ou les restaurants qui vont installer ces paravents en plexiglas, par exemple. Bon, ben ça, c'est intégré, même si on veut livrer le même service, on va devoir intégrer la possibilité des irritants pour l'usager et transformer en partie notre proposition de valeur. On peut prendre l'exemple des restaurants qui n'ont plus le droit pour l'instant d'avoir des activités de salle et qui repensent leurs activités soit en livraison à domicile, soit en produits à emporter. Donc cet outil-là nous permet de réfléchir à comment on va essayer de répondre aux besoins de l'usager en couvrant les irritants, mais aussi de plus en plus comment on peut amener un plus produit, un espoir, une offre complémentaire qui va nous différencier. Alors slide suivante s'il te plaît. Merci. Donc ça c'est aussi l'ouvrage canonique associé qui nous permet de développer une vision intégratrice. Finalement, on va aller, alors là aussi un best-seller de gestion traduit en 55 langues, 5 millions d'exemplaires publiés. On va passer à la slide suivante, s'il te plaît, Jean-François. Merci. Alors l'idée du modèle d'affaires, si on part au milieu, c'est de se recentrer sur notre proposition, mais aussi de questionner après coup, au fond, est-ce que ce modèle d'affaires, on va regarder la partie droite, il est effectivement bien adapté à nos segments de marché? Est-ce qu'on ne doit pas le réajuster? Est-ce que nos canaux de distribution, évidemment, on est capable d'innover sur ces canaux de distribution dans un univers de distanciation? On va devoir repenser la possibilité d'une offre à distance, d'aller plus vers l'usager ou d'une offre, évidemment, virtuelle ou numérique. Dans la case supérieure droite, on va devoir aussi se poser la question de comment on communique avec nos clients usagers. Et ces communications, j'insiste, ça sera le maître mot pour les quelques mois qui viennent, ces communications, elles devront être transparentes et essentiellement rassurantes pour nos clients usagers. Quelles sont les techniques que nous utilisons, quelles sont les méthodes, quels sont les processus que nous avons mis en place pour éviter la contamination ou éventuellement compenser ces effets. Et alors, dans la partie gauche, évidemment, ça va devoir nous questionner sur les activités clés que nous allons devoir maîtriser. Hein, quelles sont les activités clés qu'on va devoir avoir en main? Aujourd'hui, évidemment, les activités de suivi, les activités de distanciation vont devenir des éléments clés. Quelles sont les ressources à maîtriser? Ben, aujourd'hui, la ressource numérique me semble de plus en plus urgente à questionner, en particulier dans la façon d'apporter nos services. Et puis, évidemment, qui peut nous aider? Les partenaires clés. Ultimement, ça va évidemment aussi nous poser la question du socle, hein, donc de la base économique de ces modèles-là. Est-ce qu'on peut innover sur nos modèles de revenus? Est-ce qu'on peut éventuellement, pourquoi pas, payer plus cher ou vendre plus cher un produit qui serait plus sécuritaire, par exemple, hein? Donc on est forcément dans ces types de questionnements. Et puis, slide suivante, s'il te plaît, Jean-François. Celle-ci, merci. On pourrait ajouter à ce modèle-là une réflexion très très forte sur l'évolution de nos modèles d'affaires, en particulier sur la vision. Que se passe-t-il si cette crise est amenée à durer? Que se passe-t-il si nous devons nous habituer à vivre avec la Covid-19 non pas pendant 6 mois, mais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Comment nos modèles vont-ils continuer d'évoluer? Et puis au fond, est-ce que nous sommes effectivement alignés avec le projet de l'organisation? Est-ce que c'est notre purpose? Est-ce qu'on ne devrait pas évoluer? Quand on voit la façon dont les entreprises locales, je pense à CAE par exemple, qui fait des simulateurs, qui aujourd'hui a développé des propositions de respirateurs, quand je pense en partie à Bauer par exemple, qui font des équipements de hockey, qui se sont engagés dans la fabrication de visières, donc on se rend compte qu'on peut retraduire certaines de nos compétences en innovation pour vivre un peu mieux la crise actuelle. Et puis, slide pour conclure, littéralement, slide suivante, s'il te plaît, Jean-François, ben, c'est toujours une question clé. Ça, c'est la vraie question clé d'innovation. Elle a l'air basique, elle a l'air banale, mais est-ce que je suis capable de bien comprendre l'espace de besoin de mon usager, qui j'aide? Est-ce que je suis capable de saisir ses irritants, ses besoins, la façon dont il voit le monde, et d'intégrer finalement mes réponses à cet espace d'expérience de mon client usager? Donc c'est toujours la question clé de la valeur, c'est en répondant puis en travaillant régulièrement cette question-là
ces deux questions, qui j'aide, comment j'aide, qu'on va être capable de continuer à perpétuer de l'innovation. Slide suivante, s'il te plaît, Jean-François. Voilà, je voulais me permettre cette courte introduction avec vous, et puis je serai prêt à échanger. Là encore, je ne pense pas avoir de grandes idées miraculeuses pour vous, mais on retrouve les basiques de ce qui fait l'innovation depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Le décentrement, saisir les espaces de besoin des usagers, essayer, recommencer, s'adapter, et surtout le faire de façon collaborative. Merci pour votre attention. Ah, on ne t'entend pas, Jean-François. Oh, désolé, petit problème de technologie. Ça donc, aussi, ça va être des réflexes à développer, hein, micro on, micro off. Je vis ça constamment. Absolument, la technologie en direct en plus amène son lot de défis. Écoute, toujours très intéressant, Laurent, de t'entendre parler d'innovation. Je vais permettre également à André de joindre à nous pour la période de questions. Donc, je rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la zone de commentaires, donc en commentant la publication de la vidéo que vous écoutez actuellement. Je vais juste arrêter ça ici. Parfait. Donc, on a déjà une question, Laurent, qu'on pourrait peut-être mettre. Je vais la mettre à l'écran de toute façon. On va tester ça également. Donc, M. Piché qui nous demande si tu pouvais nous suggérer 2-3 pièges à éviter pour une entreprise qui veut devenir plus innovante. Oui, ok, merci. C'est toujours une bonne question, évidemment. Hein. L'un des pièges, je l'ai évoqué, ce serait de ne parier que sur l'offre, de ne parier que sur la technologie. C'est-à-dire le vrai défi, hein, la technologie est rarement une solution en soi, ou la compétence ou l'expertise est rarement une solution en soi. Donc le défi, c'est d'être uniquement dans un mode push. Je vais pousser ma solution. Le piège, c'est ça. Ça serait d'être uniquement dans un mode push. Donc le défi, c'est toujours de regarder la solution du point de vue de l'usager, ou de la catégorie d'usagers qu'on veut aider. Ça, c'est un premier piège. Donc de voir la technologie comme une solution auto-portante ou auto-satisfaisante. Un deuxième piège, ça serait aussi de vouloir innover seul. De se dire, ben voilà, j'ai la vérité, je sais comment faire, et donc c'est ce qu'on recommande de plus en plus à nos jeunes entrepreneurs. Hein. On va leur dire, ben, quand vous avez une idée, ce qui va nous intéresser, nous, comme coach, quand on vous accompagne, ça va être le nombre de personnes à qui vous en avez parlé. Est-ce que vous avez partagé, est-ce que vous êtes capable de fédérer un certain nombre de regards différents du vôtre sur votre idée pour aller chercher, là encore plus de connaissances. Et puis, je dirais un troisième piège, et je l'ai évoqué un peu au début, hein, c'est de penser qu'on aura besoin d'innover qu'une fois. De dire l'innovation, je la fais une fois, je trouve une solution, elle est bonne, elle est absolue, voilà, mon problème est réglé. Le défi qu'on a aujourd'hui, c'est d'intégrer ce qu'on a beaucoup discuté depuis une vingtaine d'années aussi, cette notion d'agilité, c'est au fond le fait de mettre de l'avant un début de solution, de le concrétiser, de l'expérimenter avec les usagers et d'avoir très probablement après coup à recommencer. Et donc le grand défi pour les organisations aujourd'hui, c'est de faire de l'innovation une capacité normale et régulière et partagée avec les employés de l'organisation, éventuellement avec les fournisseurs, éventuellement avec les clients. Intéressant. Laurent, aussi, moi, une chose que je trouve toujours intéressante et qui risque, j'imagine, d'intéresser les gens qui sont en ligne également, c'est sûr que c'est toujours d'avoir des exemples concrets. Je sais que pendant ta présentation, tu nous as déjà parlé de Bauer ou de CAE qui avaient fait des exemples ou certains restaurants. Est-ce que tu as des exemples concrets que tu pourrais nous parler dans différents secteurs, des gens qui ont réussi, des entreprises qui ont innové dans le cadre de la crise actuelle? Alors, on a autour de nous tout de même un certain nombre d'exemples tout à fait intéressants, des choses très très basiques hein, et des innovations qui étaient déjà présentes. La crise, on l'identifie, c'était Edgar Morin, un sociologue assez connu, qui disait la crise c'est un révélateur et un effecteur. Et donc elle révèle certaines de nos faiblesses, de nos vulnérabilités, mais elle va accélérer aussi. Alors elle va accélérer, c'est sûr, tout ce qui est les services numériques, livraison à la maison. Regardez la façon dont au Québec les supermarchés ont été capables de réagir en fait extrêmement rapidement sur des innovations qui étaient déjà présentes, mais dont on n'avait pas complètement saisi l'utilité. Hein, la SAQ le fait, enfin tout ce qui est dans le domaine du commerce de détail, on voit effectivement comment la crise est un accélérateur et un validateur d'innovation.
Évidemment, il y a tout ce travail d'innovation, on a évoqué, mais les entreprises, il y en a des dizaines, et c'est absolument remarquable, hein, qui ont reconfiguré leur chaîne de production en disant, voilà, j'ai une capacité qui me permettait de faire, par exemple, des casques de gardien au hockey, et qu'aujourd'hui, je suis capable très rapidement de pivoter pour faire des visières. Donc là, on a des exemples, on a vraiment des dizaines d'exemples de ce type-là. Des gens de l'industrie textile aujourd'hui qui s'engagent dans la fabrication de masques grand public et qui ont une expertise. Alors j'ai vu des cas ici, je me souviens plus des noms, mais j'ai vu récemment aussi un certain nombre de cas en Europe d'entreprises de l'industrie du luxe, par exemple, qui ont une compétence très très fine sur les tissus et puis sur la capacité filtrante ou non des tissus, qui ont des compétences de production. LVMH, numéro 1 mondial du luxe, qui reformate ses usines de parfums pour faire du gel hydroalcoolique. Donc on voit là des formes d'adaptation où on a une capacité, et ça c'est un modèle de plus en plus courant, en disant il y a des choses que je sais faire, je vais devoir me questionner sur comment je peux faire pivoter, évoluer ces choses-là pour qu'elles soient utiles dans le nouveau contexte. Ça, on nous demande également par où commencer pour une entreprise qui veut devenir plus innovante. C'est quoi les premières étapes? Alors c'est pas non plus, c'est des questions qui ont l'air simples, mais les points de départ sont pas évidents. Et puis, je veux dire quelque chose de peut-être profondément banal, mais qui à mon sens est profondément nécessaire aussi. S'autoriser à imaginer. Donc se poser la question de le marché, mon business, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que j'ai envie que ça devienne. Un autre commentaire qui est tout simple, mais j'irais aller jouer dehors, ça a l'air banal, hein, mais regardez ce qui se passe à l'extérieur, que font les compétiteurs. Il m'est arrivé de travailler avec des grandes entreprises au sein desquelles on n'avait pas le droit de prononcer le nom du principal compétiteur. Alors ça, c'est l'exact opposé qu'il faut faire. Hein, il faut s'inspirer de ses compétiteurs, il faut faire de la veille. Il faut faire de la veille et en faire régulièrement. Il faut partager la veille. Pourquoi pas demander à ses propres employés comment ils voient, eux, l'évolution du business. Pourquoi pas demander à ses propres clients ce que eux aimeraient dans 1 an, 3 ans, 5 ans, par exemple. Et ce travail de veille qu'on faisait là historiquement de façon un peu ponctuelle quand on s'engageait dans une planification stratégique, ce travail de veille aujourd'hui devrait être un travail continu et partagé. Donc ça, c'est un point de départ là, qui est effectivement très très convaincant. Et puis peut-être une dernière chose là-dessus, qui est peut-être banale, mais c'est ce qu'on dit là encore à nos étudiants entrepreneurs, c'est ce qu'on dit quand on est face à quelqu'un qui a une idée, faites des trucs. C'est-à-dire, l'idée, c'est un point de départ. Le vrai défi, c'est la concrétisation. C'est le prototypage, c'est le passage à l'action, c'est d'entrer dans l'espace d'expérience de l'usager, faire des choses, se poser la question de la concrétisation est toujours un pas efficace dans le cadre d'une démarche concrète d'innovation. Il y a un commentaire, ce qui est peut-être plus un commentaire qu'une question, mais je vais me permettre quand même de le partager avec toi. Madame Gagnon qui nous dit effectivement l'innovation c'est bon, mais encore faut-il être capable de répéter l'expérience pour pouvoir continuer à suivre le rythme et à s'adapter au changement. Alors c'est tout à fait, hein, c'est un commentaire qui est en écho avec ce qu'on mentionnait un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, le défi, c'est pas trouver une solution une fois, c'est pas innover une fois, c'est de regarder l'innovation comme une compétence et une capacité. C'est-à-dire qu'on ne va pas innover uniquement sur une solution, on doit apprendre collectivement à aborder des sujets nouveaux et de façon régulière, quasiment en faire... on a un partenaire qu'on aime beaucoup qui s'appelle Elmar Mock, qui est en Suisse, qui est l'inventeur de la Swatch, l'inventeur technique de la Swatch. Et puis Elmar, il compare souvent l'innovation à un sport collectif. Donc c'est un sport collectif, mais en soulignant l'idée de l'entraînement, l'idée du gym. C'est-à-dire aller au gym une fois par mois va avoir une efficacité assez faible. Et donc l'idée, c'est d'en faire une activité régulière. C'est un muscle qu'on doit entraîner, et ça doit être un muscle collectif, là encore. C'est-à-dire en faire régulièrement, reposer régulièrement des questions sur l'avenir du produit, de notre marché, notre industrie, avant même d'être en crise, avant même d'avoir besoin. Et c'est un petit peu ce que j'évoquais au début. On était déjà en partie dans ce mode-là, ce mode de questionnement, d'agilité, de développement des capacités d'adaptation. On l'a vu quand même beaucoup monter en puissance là, au cours des 15-20 dernières années. Peut-être juste répéter là, aux gens, s'il y a des questions, ça va être la dernière chance et on peut en prendre une ou deux encore. Moi, de mon côté, peut-être une question que je trouve toujours intéressante à poser, Laurent, ça serait quoi ton meilleur conseil que tu pourrais donner aux entrepreneurs actuellement là, dans le cadre de la crise qu'on vit?
Ah, c'est difficile d'être conseil, hein. On n'aime pas forcément donner des conseils là-dessus, mais le premier conseil, mais qui est typique d'entrepreneur, c'est lâchez pas. Hein. Je pense que l'optimisme est aussi une vertu dans ces cas-là. Hein. Donc effectivement, ça va bien aller. De se projeter à nouveau dans les univers d'usage, dans les univers d'expérience, les univers de besoin. Mon usager aujourd'hui, il a besoin de quoi? Quelle catégorie d'usagers je veux servir? Si je changeais de catégorie d'usagers, ce serait quoi? J'ai l'occasion de travailler avec un certain nombre d'industries culturelles, dont des gens qui développaient des produits culturels récemment, essentiellement pour les enfants, et qui se sont rendus compte que c'est le fun, c'est bien, il y a un vrai marché, mais que des personnes qui pourraient avoir besoin aujourd'hui de cette stimulation culturelle, c'est effectivement nos aînés. Donc, est-ce qu'on peut imaginer de familiariser un peu plus nos aînés aux plateformes numériques, aux plateformes technologiques, et de les emmener dans des propositions un peu nouvelles qui vont les garder engagés? Parce que là, on en a échappé quand même une assez belle sur ces dernières années, quoi. Donc là encore, rentrer dans les univers d'usage, se décentrer, se mettre à la place de l'autre, saisir les espaces de besoin, et ensuite seulement se questionner sur comment moi je serais capable de répondre éventuellement à ces besoins. Jean-François, j'ai une question pour Laurent, un peu peut-être d'ordre philosophique, mais en ces temps de grande inquiétude, et puis où on cherche à s'asseoir sur quelque chose, existe-t-il encore des certitudes qui nous permettent d'imaginer le futur, de construire un avenir, puis sur lesquels on peut fonder une réflexion sur l'innovation? Alors on est dans de la haute philosophie, mais aussi dans des choses très pratiques. Une des certitudes, c'est que nous sommes tous dotés d'une forte capacité d'imagination et qu'il faut l'utiliser. Et que cette capacité d'imagination, elle va être augmentée et accélérée par le partage. Et donc là encore, on parle de moins en moins de design, on parle de plus en plus de co-design. On parle de moins en moins de création, on parle de plus en plus de co-création. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez remarquable. Nous sommes dotés de capacités de projection qui sont absolument fantastiques. On les utilise peut-être pas assez. Et l'autre message qui irait avec ça, c'est que les espaces de stabilité, c'est que face au stress, face au changement, face aux crises, il est toujours plus vertueux de faire des choses que d'attendre, que de rester figé. Alors on a tous été un petit peu assommés par cette crise, par sa portée, mais en même temps, ce qui est fantastique, c'est qu'on a vu une quantité remarquable de réactions et de gens qui très rapidement se sont dit il faut faire quelque chose. Et donc le passage à l'action est probablement notre meilleur levier c'est la survie. Hein. C'est quelque part assez darwinien. C'est en faisant des choses qu'on va être capable de comprendre. Ça sera peut-être pas la bonne chose du premier coup, mais on va faire quelque chose, on va voir ce que ça donne, on va en apprendre, on va le partager, puis on va recommencer et être peut-être un petit peu plus juste la deuxième fois et encore plus juste la troisième fois. Et donc les espaces de stabilité, l'imagination, le partage, le passage à l'action, ça reste encore aujourd'hui très très vertueux, et puis on en a la preuve tous les jours. André, as-tu une autre question comme c'est là? Sinon, je vois qu'il ne semble pas avoir d'autres questions par rapport à l'innovation, qui est un sujet, en fait, on pourrait en parler pendant des heures. Bon, c'est quelque chose. Puis ce qui est intéressant, c'est que la crise, on dirait que nous a mis en pleine face, en fait, que l'innovation, on n'a pas le choix. C'est là qu'on voit qu'il y a des entreprises qui s'adaptent. Au début, je pense que la crise, tout le monde l'a vécu très difficilement. Et encore aujourd'hui, évidemment, c'est épouvantable tout ce qui se passe. Mais c'est quand même intéressant de voir comment l'innovation prend énormément de place. Tu le mentionnais avec plusieurs exemples. C'est quand même impressionnant à quelle vitesse que ça va. Ah, j'ai une question qui s'ajoute, peut-être une dernière qu'on pourrait prendre, Laurent, si tu me permets. En fait, je la mets en onde en la lisant avec toi. Là, cette crise peut amener un changement géopolitique, des changements de rapport de force. La Chine a beaucoup innové en s'inspirant des pays occidentaux. Est-ce qu'on peut s'attendre à un renversement de rapport de force? Donc, est-ce qu'au niveau de la Chine, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un renversement là? En fait, si on regarde sur les dernières années, c'était déjà le cas, avant la crise. Probablement que la crise va l'accélérer. Il ne faut pas négliger que la Chine, depuis 2 ans, est le premier contributeur scientifique au monde. C'est-à-dire que la Chine publie plus de publications scientifiques que les autres pays du monde, littéralement, presque cumulées. Donc on est déjà dans cette situation-là. Cela va probablement nous amener, nous aussi, à nous décentrer. C'est-à-dire on parle beaucoup de la Chine, peut-être pas assez de la Corée du Sud. En termes d'innovation, on se rend compte qu'on a commencé à être capable d'apprendre aussi ce qu'on appelle reverse innovation. On est capable d'apprendre des pays les moins développés dans des modèles d'innovation frugale.
Hein. Quand on est capable de faire de la médecine de guerre ou de la médecine de brousse en Afrique, ou quand on est capable de développer, il y a un exemple classique de General Electric, un, un, un électrocardiogramme portable pour circuler dans les villages en Inde, parce que les besoins sont là, cet électrocardiogramme portable, on l'utilise aujourd'hui dans les pays développés. Donc je pense que cette crise-là, du point de vue de l'innovation, elle va provoquer de fait, ce qui était déjà un peu le cas, une espèce d'humilité des pays qui se voyaient comme étant les leaders de l'innovation, puis on va apprendre à regarder un peu ailleurs, des fois à se méfier du mieux-disant technologique, c'est pas forcément des solutions qui portent le plus de technologie qui sont les plus efficaces, et puis oui, on peut faire des hypothèses d'accélération, on le voit là dans les médias quotidiennement sur tout ce qui est green tech, des innovations à vocation environnementale, des technologies dont on parle peu, mais des technologies, on va parler de plus en plus de technologies de l'empathie, comment on peut rester en relation, comment on peut rester connecté, proches l'un de l'autre, favoriser la proximité sans être ensemble. On est en train tous d'expérimenter ce genre de choses en ce moment. Le développement d'une plateforme comme House Parties, pour faire des apéros collectifs à la maison, par exemple, montre très bien qu'on peut, à travers différents fuseaux horaires même, rester en relation de façon ludique, proche, sympathique, etc. On va bien sûr aussi vivre l'accélération des plateformes comme celles qu'on utilise en ce moment, ou des Zoom, ou des Teams, etc. On est tous les pieds et les mains dedans en ce moment, et on va apprendre à les utiliser. C'est-à-dire que ce qui était probablement l'un des freins du numérique, ces difficultés avec la distance physique, on est probablement en train d'apprendre à surmonter un petit peu ces limites-là. On nous mentionne également, là, on nous parle qu'il y a des associations qui peuvent être faites entre une, deux, plusieurs entreprises ou produits également là, pour innover, là, évidemment. Là, donc, ça aussi, c'est des techniques qui sont intéressantes de pouvoir voir ça. Laurent, je te laisserai peut-être le mot de la fin, peut-être si on pourrait terminer. Donc, je te laisserai peut-être, si tu as un dernier mot par rapport à l'innovation. Sur ça va résonner avec ce que j'évoquais précédemment. On était déjà dans un monde qui nous poussait, qui nous pressait à innover, et on pouvait avoir certaines réticences ou certaines résistances. Cette crise va effectivement être un accélérateur pour l'innovation, où on va devoir de plus en plus concevoir l'innovation comme une capacité normale, routinière et partagée de l'organisation. C'est-à-dire que cette crise-là va nous amener à accélérer et régénérer les remises en question et en faire quelque chose de normal. Alors ça peut être très insécurisant, mais je pense qu'on va devoir apprendre à vivre avec ça, et que nos conditions de survie et d'adaptation sont à ce prix. Et à la limite, il y a quelque chose là d'intéressant, puisqu'on va mobiliser aussi nos capacités de mammifères supérieurs. Là, on fait appel à la créativité, à l'imagination, au partage, à l'empathie, et ce sont des éléments qui vont devenir, à mon avis, qui sont clés, puis qui vont être là pour rester aussi dans les modèles d'organisation. Et puis, au fond, d'une certaine façon, une économie peut-être un peu plus transparente et idéalement un peu plus bienveillante. Ouais, merci beaucoup, Laurent. C'est toujours très intéressant de t'entendre parler d'innovation. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Merci également, André. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on termine. Deux seuls points. En période de crise, pour toute urgence, on est là pour vous aider. Je vous rappelle le numéro. Vous pouvez nous joindre au 819-921-1477. On va me faire plaisir de vous orienter et de vous guider. Mais au-delà de ça, on a une équipe de conseillers chez ID Gatineau qui peut vous accompagner dans une réflexion sur repenser votre modèle d'affaires, repenser votre valeur ajoutée. Et on a des conseillers qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à nous contacter. Absolument. On a une équipe. On a, comme André le mentionne, numéro de téléphone. Gênez-vous pas. C'est pour vous, les entrepreneurs, pour vous conseiller, vous orienter, etc., répondre à vos questions, vos inquiétudes. Également, peut-être juste vous mentionner notre site Internet également, qui est quand même, on tente de le mettre à jour sur une base quotidienne. Vous allez trouver une multitude de ressources, de documents, d'outils pour vous aider là, à passer à travers cette crise-là. Également, ici, peut-être juste passer un petit mot sur le fonds, le fonds aide d'urgence aux PME. Donc, comme vous le savez, le gouvernement provincial a débloqué des sommes d'argent. Donc, nous, au niveau de la ville de Gatineau, on a une enveloppe d'environ 3,1 millions. C'est ID Gatineau qui a été mandaté par la ville pour gérer cette enveloppe-là. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter justement notre service d'accueil. Donc, pouvoir parler à André, justement, et ça va lui faire plaisir de vous en parler, ou également tous les détails sur notre site Internet.
Donc, merci à vous deux. Merci encore, Laurent. Merci, André. Et merci à tous ceux qui ont participé au webinaire. Et on devrait revenir pour une prochaine édition avec un autre webinaire au courant de la semaine prochaine. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Bon courage à tous. Merci. Au revoir.